Actuellement, s'agit-il justement d'un mouvement orchestré par certains pays, l'Arabie Saoudite par exemple, qui est montré du doigt par l'Iran ou la Russie, ou bien une fluctuation normale? Quelles conséquences justement pour l'économie de la planète aujourd'hui? Est-ce que le pétrole régit toujours autant justement les rapports économiques dans le monde? On va discuter de tout cela avec vous, Daniel Roige. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Chambre de commerce Israël-France, et avec Lionel Fripsheim. Bonsoir. Bonsoir. Analyste financier qui intervient évidemment régulièrement sur notre antenne. On a posé cette question également aux internautes et aux téléspectateurs d'i24 News via la page i24news.tv. Le pétrole est-il toujours l'arme politique qu'il a été par exemple dans les années 70 au moment du premier crack pétrolier? Question posée, réponse avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Les cours du baril ont chuté sous le seuil symbolique des 60 $. L'économie russe s'effondre, l'Iran s'étrangle. Arbitre du marché pétrolier, l'Arabie Saoudite laisse filer les prix du brut. Objectif, éliminer rapidement les quantités de pétrole concurrentes les moins rentables. C'est donc la question que nous avons posée aujourd'hui à nos internautes. Le pétrole est-il une arme politique encore efficace? Regardons ensemble les résultats de notre sondage. Et vous le voyez sur cet écran, 62% de oui ce soir et 36% de non. La majorité de nos internautes considèrent que l'or noir est toujours un instrument politique. Pour Marius Pratt-Whitney, oui toujours, souvenons-nous que c'est grâce au pétrole qu'à la suite de la guerre des 6 jours, les pays de l'OPEP ont imposé aux pays subsahariens de couper leurs relations diplomatiques avec Israël sous peine de ne plus avoir de pétrole. Un avis partagé par Alain-Pascal Simon. Pour cet internaute, le pétrole a de beaux jours devant lui comme arme politique efficace. Les Saoudiens n'ont pas trop aimé entendre les États-Unis parler d'indépendance énergétique. Ils ont besoin de garder une certaine influence sur la politique américaine. Mais comme je vous l'ai dit, pour 36% de nos internautes, la situation est surtout conjoncturelle et passagère. Selon Rema Kirem, le pétrole n'a plus le même impact sur l'économie mondiale qu'il y a 30 ans. D'autres ressources sont exploitées désormais, nucléaire et schiste, ce qui enlève un pouvoir politique évident à des pays comme l'Arabie Saoudite, même s'ils ont encore l'illusion de le posséder. Enfin, pour Jabbar Kadem, notre dernier internaute, plus vraiment les technologies de pointe dans l'exploitation du pétrole et du gaz offrent de nouvelles perspectives aux États, des États qui pouvaient être touchés par le passé lors de l'utilisation de l'énergie, pétrole et gaz, comme une arme politique. Voilà Jean-Charles pour les opinions de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en débattre en plateau, et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter, et puis n'oubliez pas de voter sur notre site internet www.i24news.tv. Merci Julia Ganancia. Alors, on va d'abord partir de ce postulat très simple. Est-ce que, selon vous, Lionel et Daniel, on peut encore avoir un crack aujourd'hui mondial lié au prix du pétrole et à la faiblesse des cours du pétrole? Daniel? De l'avis des spécialistes et des Saoudiens, non. L'avis des Américains, non. Et en Europe également, non. On s'attend à ce qu'il y ait une chute qui, à un moment donné, va continuer à descendre, et à un moment donné, il y aura un stop et une reprise. Alors, je crois qu'il faut surtout analyser ça comme il y a une redistribution des cartes d'un point de vue international. Pourquoi le pétrole a descendu de près de 50% depuis le mois de juin? Pourquoi le baril est coté 120 $, aujourd'hui à 60 $? Trois raisons principales. Une demande globale, l'économie mondiale, un petit peu la croissance s'essouffle, notamment en Chine. Elle nous avait habitués les 10 dernières années avec plus de 10% de croissance. Cette année, elle sera de 7,5% de croissance. Deuxièmement, il y a effectivement une espèce d'accord tacite entre l'Arabie Saoudite, deuxième pays producteur de pétrole, et les États-Unis, en fait, pour faire sans doute baisser le baril à 60 $. Pourquoi? Pour mettre premièrement une pression sur la Russie, les Américains, on va dire un petit peu. Donc il y a bien une arme politique qui est utilisée là. Effectivement, parce qu'aujourd'hui il y a le pétrole, il y a le gaz de schiste. Deuxième point intéressant, et c'est fondamental aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont devenus une puissance exportatrice d'énergie, de gaz de schiste et de pétrole de schiste, et ça redistribue complètement les cartes. Mais pourtant, alors, il y a des accusations qui sont formulées de manière très précise par des officiels russes, des Iraniens aussi, qui disent que vraiment l'Arabie Saoudite et les États-Unis utilisent l'arme des cours du pétrole aujourd'hui. C'est votre sentiment? On peut influer sur la géopolitique aujourd'hui grâce au prix du pétrole? Oui, parce que en fait, quels sont les gros perdants de toute cette chute? C'est d'abord l'Iran, le Nigeria, l'Algérie, le Venezuela, l'Irak, la Libye et la Russie. Du côté de l'Arabie Saoudite, ça ne va rien changer, puisque les capacités de l'Arabie Saoudite sont assez extraordinaires. Donc ça a été un refus total de chuter, de faire baisser la production. Donc à qui profite la chute? Ça profite bien entendu aux Américains,
aux Saoudiens et à Israël, puisque, je vous dis très franchement, beaucoup d'Israéliens sont euphoriques avec cette situation. On a l'impression que c'est le cadeau de Hanouka, hein, l'autre bougie qui s'est allumée. Et je vous avoue que très franchement, c'est une très bonne... Pourquoi les Israéliens, justement, qu'est-ce qui Les prix du carburant baissent de 15%. Il y a une situation où Israël était accusé par l'OPEP, était à un moment donné, l'OPEP était absolument étranglé. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'OPEP, ça représente toujours 30%, 40% du marché mondial du pétrole, mais l'OPEP n'a absolument plus le même pouvoir. On a les Américains qui sont rentrés avec les schistes bitumineux. Les chiffres sont extraordinaires. Aux États-Unis, les Américains eux-mêmes étaient dépendants de 60% du pétrole. Aujourd'hui, ils sont dépendants à 30%. Ils arrivent eux-mêmes à avoir une production avec les schistes bitumineux qui sont exceptionnels. Donc pour Israël, c'est une brillante nouvelle, c'est absolument exceptionnel. Et en passant, un point très important, on dit que le président François Hollande a de temps en temps de la chance. C'est également une grande chance pour les Français, puisque la chute des prix du pétrole va se répercuter immédiatement en France sur une baisse des prix. Pas dans les mêmes proportions, parce que là, on est quand même à une chute qui est qualifiée d'historique et le prix à la pompe ne va pas baisser dans ces proportions. Je crois qu'il y a 2 points pour compléter l'analyse du professeur Rouache. 2 choses. Ça touche tous les pays exportateurs, incluant l'Arabie Saoudite, évidemment. Sauf que l'Arabie Saoudite a fait une espèce d'un accord tacite avec les États-Unis. Ils ont suffisamment de réserves de pétrole et de change pour pouvoir supporter sur une longue durée, en fait, un baril à 60%. Pourquoi les Américains font ça stratégiquement? 1, pour mettre la pression sur la Russie, parce qu'il y avait des sanctions internationales. Numéro 2, n'oublions pas l'État islamique, parce qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, il y a une vague d'attentats, de radicalisation islamique dans le monde, financés en grande partie par le pétrole, parce que l'État islamique a mis la main sur les puits, notamment irakiens. Alors évidemment, ils ne vendent pas à Londres à 100 $ le cours du Brent, mais ils vendent en fait le pétrole à la Turquie, vraiment en dissimulant le pétrole. Mais donc c'est énormément, il y a énormément d'argent. Deuxièmement, et pour compléter effectivement votre réponse, évidemment Israël, puisqu'aujourd'hui c'est la plus grande découverte au monde depuis 10 ans de réserves gazifères au monde. Premier contrat entre Israël et la Jordanie, 15 milliards sur 15 ans, entre Noble Energy l'américain et Delek Group l'israélien. Deuxième contrat entre toujours ces mêmes Israéliens et Américains, avec notamment Union Fenosa, l'entreprise espagnole qui est une usine pour liquéfier le gaz en Égypte, et l'Égypte va donc pouvoir exporter du gaz. Troisième contrat qui est actuellement en discussion, toujours avec ces acteurs, avec British Gas. Et quatrièmement, l'Égypte qui est actuellement en discussion pour acheter directement du gaz d'Israël, mais pour la consommation intérieure égyptienne. Ouais. Alors, il y a, par rapport à Israël, puisque c'était la question que vous m'avez posée tout à l'heure, j'ai consulté les chiffres. En fait, Israël achète tous les ans 10 milliards de dollars de pétrole. D'accord ? Vous avez 10 milliards, vous avez une chute des prix, du coup, vous avez gagné 3-4 milliards de dollars. C'est une très bonne nouvelle pour Israël, qui est quand même toujours dépendant. D'où Israël achète son pétrole. En fait, je me suis renseigné, j'ai posé des questions et autres. C'est clair comme l'eau de roche, ça vient du Mexique, de la Norvège, de la Grande-Bretagne. Donc Israël est un pays qui n'a aucune difficulté pour trouver des sources de pétrole, mais qui est un pays extrêmement heureux lorsque la chute des prix du pétrole retentit également à l'intérieur, surtout lorsque nous sommes dans une période qui est électorale, où chaque point de croissance va être analysé, vu et autres. Netanyahou dira finalement, regardez, je suis également un homme qui est également un très bon ministre des Finances, puisqu'il va être pendant 2-3 mois encore ministre des Finances. Donc ça sera des points qui vont venir au moment de la campagne électorale. Peut-être reprendre sur le point économique, les implications économiques, la zone qui va souffrir le plus, ça va être forcément l'Europe. Il n'y a déjà pas de croissance en Europe, il y a une déflation, pas beaucoup d'inflation. Les prix du pétrole à la baisse vont renforcer la déflation. Ça veut dire quoi? Pour un investisseur qui doit faire un investissement ou un consommateur qui doit acheter un produit, si les prix de demain vont être moins chers que les prix d'aujourd'hui, ils vont attendre pour acheter et pour investir. Et donc ça bloque d'autant plus la zone euro. La zone Amérique va s'en sortir grâce à une politique de la Fed, notamment avec un assouplissement quantitatif qui a été excellent et grâce au gaz de schiste, et l'Asie qui va aussi s'en sortir puisqu'elle importe notamment du gaz de schiste. Ouais. Et puis que l'Arabie Saoudite apparemment vendrait moins cher encore, ferait des rabais aux
aux clients asiatiques. Alors, il y a une chose dont on se rappelle il y a quand même une trentaine d'années, quand il y avait dans les années 70 ce qu'on appelait l'or noir, qui était tout puissant, c'est que les Saoudiens à l'époque avaient dit nous, on va monter les prix pour ceux qui soutiennent Israël. C'était à l'époque un enjeu de pression politique incroyable. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas à votre avis? Est-ce que, par exemple, l'Arabie Saoudite peut faire plier l'Iran aujourd'hui en baissant à ce point les cours du pétrole? Est-ce que ça peut provoquer des émeutes sociales à terme en Iran si les revenus chutent pour ce pays également? Écoutez, impossible d'imaginer que les Saoudiens et les Américains ne travaillent pas main dans la main. Cette fois-ci, on a une force de frappe commune, c'est un véritable duo. Dans cette opération, l'Arabie Saoudite a des intérêts très importants. Elle veut affaiblir absolument l'Iran, ce qui correspond également à l'intérêt d'Israël. Encore une fois, pourquoi Israël est euphorique après cette situation? C'est sans faire de guerre face à l'Iran, on se rend compte que l'Iran va avoir une chute de ses ressources qui va être assez exceptionnelle, qui va lui donner beaucoup moins de moyens pour financer des organisations terroristes qu'on connaît très bien et qui sont situées pas très loin d'Israël. Donc l'intérêt des Saoudiens, pour le moment, c'est d'avoir un très beau duel. Il peut se transformer en duel parce que d'un côté, il y a une alliance. Le duel, c'est quoi? C'est que les schistes bitumineux américains peuvent menacer la forte puissance saoudienne. Donc on est dans un jeu à plusieurs parties. Ce que je sais, dans tous les cas, c'est que les Iraniens, contrairement à ce qu'on pense, sont extrêmement futés, ont les meilleurs analystes mondiaux et sont déjà en train de trouver des solutions alternatives. Donc on ne peut pas imaginer une seconde que les Iraniens ne sont pas aujourd'hui, au moment où nous parlons, en train de trouver des solutions et des solutions de contournement, quitte à s'allier éventuellement avec les Saoudiens. Oui, simplement pour l'Arabie Saoudite, il faut se souvenir, dans les années 80, justement, ils devaient arrêter la chute des prix du pétrole également, et ils ont en fait divisé par 2/3 leur production, passant quasiment de 10 millions de barils jour à 2,5 millions de barils jour, et en fait, ils se sont dit après que c'était une erreur historique. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas couper la production. Mais il y a aussi d'autres acteurs en fait qui pâtissent un petit peu de cette crise, notamment de cette baisse du coût du pétrole. C'est toute l'industrie de la green energy, l'énergie alternative, les éoliens, les panneaux solaires. Vous regardez aujourd'hui la valorisation des grandes entreprises cotées en bourse, elle baisse simplement parce que le différentiel entre le prix d'un baril et le prix de l'énergie verte se resserre de plus en plus. On avait dit à une époque, on avait tiré la sonnette d'alarme, attention, c'est une énergie qui un jour va disparaître de la surface de la Terre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage encore aujourd'hui, que des pays comme l'Arabie Saoudite se retrouvent un jour à court justement de pétrole et voient leur niveau de vie, leur train de vie baisser? Est-ce qu'on en est loin? Alors, sur le plan des chiffres, oui, mais il faut reconnaître que les capacités de l'Arabie Saoudite sont absolument considérables et qu'on a trouvé des stratégies alternatives. Israël fait partie des pays qui, par l'innovation, tentent d'affaiblir la puissance de l'OPEP de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas par hasard que Shimon Peres était derrière l'opération Better Place, cette voiture électrique qui ne va pas utiliser d'essence et autres, parce que les Israéliens, comme les Américains et d'autres pays, ont mis en place des politiques de long terme pour essayer de trouver des sources de substitution, que ce soit également l'énergie solaire. Donc les Saoudiens le savent, sont aujourd'hui en train de prendre le tournant. Je crois que très souvent, on formalise, on réduit la pensée des leaders de l'OPEP à quelques chiffres. Non, leur politique est extrêmement sophistiquée, ils ont des très bons analystes, eux-mêmes achètent les meilleurs PhD, les meilleurs doctorants qui viennent chez eux faire des travaux de recherche. Donc on est dans une situation où il y a une crise économique mondiale, la demande est moins forte qu'auparavant, l'offre est abondante et l'offre est moins maîtrisée qu'auparavant. Aujourd'hui, les Saoudiens se plaignent, ils disent les hors OPEP inondent le marché. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la maîtrise comme ça a été le cas il y a quelques années. Donc le marché a été chamboulé complètement dans le domaine de l'énergie, des énergies nouvelles. Le rôle de l'Arabie Saoudite a baissé, mais il reste quand même tout à fait important, voire même très important dans la fixation du prix du baril de pétrole. Vous diriez que le marché du pétrole aujourd'hui, l'industrie pétrolière est en crise ou pas? Ou c'est un mouvement finalement passager comme elle en a connu d'autres? C'est une redistribution des cartes avec en fait des nouveaux acteurs, des nouvelles technologies qui vont rentrer. C'est pas simplement le pétrole, on parle aussi de pétrole de schiste, du gaz de schiste, du gaz, effectivement tout ce qui est la filière électrique qui est en train de se développer de façon assez très importante. Par exemple en Israël, une des startups qui va exploser l'année prochaine, qui s'appelle StoreDot, a inventé une batterie de téléphone par exemple qui peut se recharger en moins de 30 secondes.
Alors vous pouvez penser aux applications pour les voitures, vous allez avoir des voitures électriques qui vont recharger en moins de 3 minutes et après même pour des applications industrielles. Donc aujourd'hui effectivement c'est l'hégémonie en fait d'un point de vue pétrole et de l'OPEC et de l'OPEP et ça va être véritablement une redistribution des cartes d'un point de vue planétaire. Et ben voilà, donc peut-être un tournant dans l'histoire du pétrole après ce qu'on a connu dans les années 70, c'est plus du tout la même situation aujourd'hui. Merci Lionel Friedfeld, merci à vous Daniel Roche, merci à tous les deux pour cet éclairage, donc puisqu'on parle énormément du prix du pétrole en ce moment, qu'il continue de baisser, qu'il n'a peut-être pas fini d'ailleurs, il va continuer de baisser à votre avis encore là où... Il va atteindre un palier. Ouais, donc là il est peut-être en train d'atteindre ce palier et c'en est terminé. Merci à vous, dans un instant on parlera de toute autre chose avec une journaliste turque, israélienne et qui travaille en anglais. C'est assez compliqué mais elle va tout vous expliquer dans un instant, elle sera notre invitée. À tout de suite.